tant qu'on y est, on va créer toutes les coquilles vides de toutes ces fonctions-là, line use, day start, day end, off, day cut, all cut, risk, etc., jusqu'à visu. On va créer la coquille pour préparer les épisodes suivants. Alors, je vous en montre un, mais vous verrez, c'est quasiment pareil pour tous les autres. Donc, le line use, qu'est-ce qu'on fait? Il n'y a pas de paramètres en sortie, parce que quelque part, on lit la ligne et après, ça se débrouille. En rentrant, en paramètre d'entrée, on va passer l'adresse. Ça veut dire l'adresse. On passe pas tout le tableau. Ça serait beaucoup trop gourmand au niveau de la mémoire. On va passer que l'adresse d'un tableau qui n'est pas dimensionné fixe, puisque ça dépendra beaucoup du contenu de la ligne. Et on le met en constante pour éviter que par inadvertance, cette fonction modifie le tableau, ce qui n'aurait pas d'incidence. Mais perso, moi je préfère protéger les retours malencontreux d'erreurs, enfin de remontées d'informations qui ne doivent pas être modifiées. Voilà, donc l'e-news, c'est l'interprétation des données pour une nouvelle news. Voilà. Donc bah, c'est toujours pareil, ici ce sera toujours les informations lues dans le fichier et en sortie, il n'y aura rien. Alors je vais vous les montrer une à une, mais vous pouvez les faire sans forcément regarder ce que je fais, puisque c'est exactement pareil. Là vous avez le lit day start, donc c'est les données pour l'heure de début de trading. Les paramètres sont les mêmes, hein, c'est pareil. Après vous avez le day end, donc là bah, c'est l'heure de fin de trading. Ensuite, le off, qu'est-ce que ça fait le off? Le off, c'est pour définir une journée vide, c'est-à-dire que de 0 heure jusqu'à 24 heures en fin de journée, le robot ne fera rien. C'est très important. Ensuite, on a deux systèmes pour couper les positions, pour forcer la coupure des positions. On a le day cut pour couper en fin de journée. Et on a le all cut qui là est plus orienté pour une date précise, enfin une date et une heure précise. Voilà, couper toutes les positions. Ensuite, on a les paramètres de money management. Donc, on a le risque. Donc, c'est pour le niveau de risque quand. Alors, vous pourrez créer vos propres paramètres. Moi, c'est parce que dans mon système de trading, de ce que je fais, c'est tous mes tailles de lot sont calculées par rapport à un niveau de risque par rapport au capital. Donc, c'est ce que j'utilise. Mais vous pourrez faire votre propre paramètre si vous travaillez de façon différente. Ensuite, vous avez le Day Max Loss, qui est le niveau de perte maximum pour une journée. Le Week Max Loss, donc c'est le niveau de perte maxi pour la semaine. On aurait pu aller sur le mois, mais je vois pas trop l'intérêt, hein. Voilà, donc ça c'est surtout par rapport à ça, la semaine. On a, alors je pense pas que je l'utiliserai dans le robot que je vais faire, mais bon, vous l'aurez, le trailing stop, la taille de trailing stop, ça peut être utile aussi. Et comme vous voyez, hein, les paramètres sont toujours pareils, hein. Il n'y a jamais aucune sortie et c'est toujours les mêmes choses que l'on rentre. Donc c'est pour ça que si vous faites des nouveaux paramètres, le prototypage, vous l'avez déjà, hein. Ça pose aucun problème. C'est pour ça que j'ai fait comme ça, pour avoir vraiment ce côté très homogène, pour que vous puissiez après faire évoluer vos propres paramètres. Ensuite, pareil, on peut lire donc les paramètres des logs, on peut changer la configuration des logs. On peut aussi configurer les alertes, très important pour si on veut éviter par exemple un bip, si on veut retirer le texte à l'écran ou si on veut ajouter une notification, on pourra le faire avec ce paramètre-là. Quelque chose que vous ne connaissez pas encore, mais qu'on va voir dans les épisodes suivants, c'est la fonction de visu qui va permettre d'afficher à l'écran, directement sur le graphique, différents attributs du robot. Ça sera très très utile. Et puis, le dernier, c'est l'état de la simu, à savoir est-ce que le robot, on le fait tourner en mode simulation ou en mode normal, qui n'est pas forcément lié au type de compte, hein. C'est-à-dire qu'on peut faire un robot, on peut mettre en mode simu sur un compte de simulation, un compte de démo. On peut aussi le mettre en simulation sur un compte réel. Il va juste simuler en fait ses découvertes, ses traitements, tout ça. C'est juste pour aider au debug. Bon, toutes les fonctions qu'on a créées pour lire les données, on va aussi les mettre dans le prototypage, donc dans la partie private ici, à la suite de extrait données. Donc là, je les ai toutes ici, je vais les copier-coller. Voilà. Donc on retrouve les prototypages, et ce qui veut dire pareil, si vous ajoutez quelque chose, un nouveau paramètre, ça sera ajouté ici aussi. Voilà, comme je vous ai dit tout à l'heure, alors cette vidéo est très très longue, hein, ce chapitre est vraiment très très long, mais là, si vous voulez ajouter un paramètre qui est votre paramètre, je vais vous montrer comment faire. Franchement, il n'y a rien de compliqué. Justement, j'ai fait ça pour ça.
Dans les commentaires, vous mettez votre commentaire qui va bien pour indiquer, d'une part, le nom ici de votre paramètre et potentiellement les attributs derrière. Mettez des commentaires, hein, ça mange pas de pain. Ensuite ici, vous rajoutez une constante, pose aucun problème. Là, ça change rien. Ici, faudra forcément créer la variable qui va contenir votre paramètre. Ça, c'est important aussi. Et puis ensuite, ensuite, il n'y a pas grand-chose. Alors si le raseparam, il faudra ajouter votre paramètre pour l'effacer, pour mettre à une valeur prédéfinie. Et ensuite, dans l'extrait donné, vous avez une ligne en plus avec un nouveau else if ou un case, suivant si vous faites avec le switch. Et là, vous appelez une nouvelle fonction que vous avez créée derrière avec le même prototypage, donc le même passage de paramètres. Et c'est tout. Donc là, quelque part, on a fait un système de paramétrage qui est modulaire et qui va vous permettre, vous, de faire vos propres paramètres. Vous avez toujours le site internet, hein, n'hésitez pas, il y a un lien dans la description de la vidéo. Vous y allez, vous pouvez télécharger le lot comme qu'on a vu ici, donc toute la partie code, ça pose aucun problème. Voilà, puis si ça vous plaît ou si ça vous plaît pas ou si vous voulez voir d'une autre façon, n'hésitez pas, vous faites tout ce qu'il faut. Bon, donc nous voilà arrivés maintenant à l'étape où on va pouvoir tester tout ce qu'on a fait. Alors pour tester, vous avez deux chemins. Soit vous partez étape par étape, c'est-à-dire que vous partez du bas, vous allez vers le plus détaillé. Par exemple, là, si on va dans, alors pas dans config, mais dans cyclique, voilà, on peut faire un contrôle à l'entrée de la fonction cyclique pour déjà vérifier qu'elle est bien appelée régulièrement. Puis après, vous allez passer après la première condition, vérifier que la condition est bien prise quand elle doit être prise en compte. Puis ensuite, voilà, vous descendez petit à petit jusque dans chaque fonction ici qui est appelée par exemple. C'est une solution, ça prend du temps, parce qu'il n'y a pas de raccourci, on est vraiment étape par étape, mais ça rassure, surtout quand on débute et qu'on n'est pas vraiment très sûr de son fonctionnement, de sa manière de coder. Ça m'arrive régulièrement, hein, je ne me sens pas plus fort que loin de là. L'autre solution qui est un peu plus joueuse, c'est qu'en fait, on part du principe que tout ce qui est au-dessus, on est assez confiant dans ce qu'on a fait. Donc autant mettre directement des contrôles dans les fonctions le plus loin possible. Alors l'avantage, c'est que si vous avez dès le début les informations qui vous conviennent pour dire effectivement j'ai appelé la fonction leNews parce que j'ai mis news dans le fichier de paramètres. Ça veut dire que vous validez d'une part le fait que c'est bien appelé, mais aussi toute la chaîne amont avec tous les contrôles amont. Et ça, c'est génial. Ça fait des raccourcis. Mais ça ne veut pas forcément dire que les conditions sont vraiment prises en compte. Par exemple, vous pouvez avoir une condition, par exemple là, on a fait une condition où on va lire le fichier toutes les minutes. Vous pouvez avoir cette condition qui ne marche pas. Et du coup, qui va lire constamment le fichier. Mais vous avez votre information leNews, donc quelque part, ça fonctionne. Sauf qu'au niveau du temps de charge de votre logiciel, vous allez consommer beaucoup trop de charge de travail, ce qui fait que votre robot n'aura pas forcément les mêmes performances. Il sera même dégradé. Donc nous, on va commencer en faisant tout simplement en partant du premier niveau. Mais n'oublions pas que pour l'instant, on a fait cyclique, mais on n'a pas du tout renseigné Darwin pour appeler cyclique. Oui, j'y ai pensé tout à l'heure, je lui ai dit c'est couillon parce qu'on a fait quelque chose mais on ne l'appelle jamais. Donc on va retourner dans Darwin et on va créer quelque chose pour l'appeler de façon vraiment cyclique. Alors, on va déjà définir une constante. Une constante qu'on va permettre d'avoir pour définir une période de la fonction timer. Dans les fonctions, oui, dans les fonctions natives de MetaTrader, que ce soit 4 ou 5, on a du onTick, on a du onInit, du onDinit, et on a ici le timer. Timer, c'est quelque chose, avec un timer en fait, on programme une horloge, un scheduler, enfin voilà, vous pouvez appeler ça comme vous voulez, on programme quelque chose qui sera appelé cycliquement par le logiciel. On n'a pas à s'en occuper. Donc là, on va dire que la période c'est alors 1 minute, hein, bien sûr. Non, 1 seconde, 1 seconde. Voilà, ça c'est 1 seconde. Voilà, pour être sûr de vraiment pas se tromper. Alors pourquoi 1 seconde? Vous savez que les paramètres, je vais lire le fichier toutes les minutes. On ne va pas descendre en dessous. C'est pas très intéressant. Par contre, pour les traitements cycliques, on va faire des traitements qui ne seront pas que pour les paramètres. C'est un traitement cyclique qui sera périodique et on peut contrôler l'état du robot, différentes choses. Alors, on pourrait descendre encore plus bas que la seconde.
Tous mes logiciels que j'ai fait avec le cockpit, c'est 500 millisecondes pour l'affichage. Parce que je trouve que c'est assez réactif, ça consomme pas trop encore de force de la machine, c'est raisonnable. Là, franchement, le robot, on n'est pas constamment devant l'écran à regarder et à interagir avec le robot. Une seconde, ça me paraît très très bien. Donc là, j'ai dit une seconde de période. Ensuite, dans la partie init, on va initialiser pour que la fonction timer qui est ici, le onTimer, soit réveillée, soit appelée toutes les secondes. Pour ça, il y a une fonction, il y a même deux fonctions qui existent dans MetaTrader. On va commencer par la première. Alors, après tout ça, init. Non, après la validation. Pourquoi? Parce que ce timer, je vais l'initialiser que si l'init elle est correcte. Puisque là, typiquement, si je fais init return init fail, ça veut dire que le robot s'arrête. Je ne vais pas initialiser une tâche cyclique avant de savoir que je vais effectivement faire actionner le robot. Donc, on va initialiser la fonction timer avec cette fonction, le event set timer. Et on rentre la constante évidemment dedans. Et si ça ne marche pas, bien sûr, avec le point d'exclamation, je fais un petit log pour informer. Alors, c'est pas vraiment une erreur. Je vais vous expliquer pourquoi tout à l'heure. Parce que la fonction cyclique, je l'appelle dans deux fonctions différentes. Le côté cyclique toutes les secondes et aussi dans le onTick, c'est-à-dire que dès que le marché va bouger, je vais quand même appeler les traitements qui sont cycliques. Pourquoi? Parce que je me suis rendu compte, 2-3 fois, j'ai eu des doutes en tout cas, que la fonction timer n'était plus appelée. Donc c'est quelque chose, alors j'avais même créé un système qui remettait le timer automatiquement, enfin c'était un peu lourd, on va pas le faire là. Mais étant donné que je ne suis pas forcément rassuré sur le côté vraiment cyclique et pérenne de l'appel de cette fonction cyclique, je le fais à deux endroits. Je le fais cycliquement, parce que quand le marché est fermé, là, il n'y a aucun on-tick qui va arriver, mais j'aurai toujours cette fonction qui va tourner en fond. Voilà. Et puis quand le marché tourne, effectivement, je peux l'appeler soit cycliquement ou bien par le on-tick. Ça me permet d'avoir une garantie de fonctionnement. Alors revenons quand même à Event Set Timer. Alors, on va dans la doc. Donc là, c'est dans la référence MQL4, mais vous pourrez aussi le trouver dans le partie MQL5. Et on a le Event Set Timer. Donc cette fonction indique au terminal de réveiller, donc d'appeler la fonction timer à une période donnée, en secondes. Vous pouvez éventuellement faire le Event Set Milliseconde Timer. C'est la même chose, sauf que le temps qui est passé ici est en millisecondes. Soyez pas trop gourmand en vitesse de traitement parce que ça va pas changer votre vie, ni celle du robot, quoique ça peut alourdir le traitement parce que si vous avez énormément de traitements cycliques, ça va ralentir forcément le reste. Si vous n'avez pas un PC multicœur, en tout cas multi-tâches et tout ça, ce qui fait que le PC il fait une chose à la fois. Et si vous avez le timer qui est régulièrement réveillé, en fait, ça va découper vos autres traitements et ça va forcément ralentir. Donc soyez pas trop gourmand. On va rester, nous, sur le set timer, qui est en secondes. Voilà, donc en cas de succès, on a toujours un moyen d'avoir une erreur avec le get last error. Donc ça peut être intéressant. Là, je ne l'ai pas mis, vous voyez, j'ai fait un truc très très bateau. J'ai dit si jamais c'est pas OK, à ce moment-là, je mets un warning. Bon, on sait qu'on peut récupérer les erreurs, donc on pourrait aussi faire un truc qui récupère et qui informe du type d'erreur. Ce sera à vous de voir si vous voulez le faire, moi forcément, je ne vais pas forcément le faire. Alors, dans les events aussi, on a un truc qui est le event kill timer. C'est qu'en fait, on peut tout simplement arrêter l'appel du timer. Ce genre de choses, on va le mettre dans le on deinit, donc à la fin du robot, on va supprimer ça. Alors, normalement, il n'y a pas à le faire. Il n'y a pas à le faire parce que dès que le logiciel va s'arrêter, tout ce qui a été généré comme événement par ce logiciel seront automatiquement arrêtés. Mais voilà, c'est plus propre quelque part de le mettre. Voilà, donc avec ça, on réveille le timer et puis dans le timer, du coup, on va faire l'appel de la fonction. Là, on appelle donc param parce que c'est le nom qu'on a donné à l'objet des paramètres, point et cyclique derrière. Le onTick, pareil, je l'ai mis aussi là. Ça veut dire que, comme je vous ai dit tout à l'heure, quand le marché est fermé, vous n'avez aucun tick. Donc on va s'appuyer essentiellement sur le onTimer, qui lui, régulièrement, sera appelé toutes les secondes. Quand le marché est ouvert,
On va continuer d'appeler toutes les secondes, mais ça c'est juste mon côté un peu inquiet. Si jamais le timer, la tâche qui est en fond, là, qui réveille toutes les secondes, ne fonctionne plus, eh ben, quand le marché sera ouvert, on n'aura pas du tout perdu la fonction timer. Alors on n'a pas forcément la réaction toutes les secondes, mais si vous avez un marché volatile, ça sera peut-être encore mieux. Et si le marché n'est pas volatile, bah, ça sera un peu plus écarté. Mais au moins, on ne perdra pas le moyen de récupérer les paramètres au bout de la minute. Alors maintenant, on a fait l'appel. Dans Darwin, on appelle la fonction cyclique des paramètres. On revient dans les paramètres pour nos tests. Je vous rappelle qu'on était censé faire des tests. Eh bien écoutez, on va commencer dès le début. On va faire un print. Voilà. On va afficher le nom de la fonction, donc paramètre de point cyclique. On fait que ça, parce que pour l'instant c'est tout ce qu'on veut faire. Donc je reviens ici, là je suis dans mon projet, je vais le compiler, ça fonctionne, ok. Je vais dans la plateforme. Alors là je suis dans la plateforme, j'avais déjà le robot qui était en place, donc en fait il a redémarré tout seul. Et vous voyez qu'on a l'information ces paramètres de point cyclique qui apparaît toutes les secondes. Alors là, l'avantage que j'ai, c'est que je filme dimanche, le marché est fermé, ce qui fait que je ne suis pas pollué par la vie du marché. Donc du coup, je vois effectivement des fois à 2 centièmes de seconde près, on va dire que c'est assez précis quand même. Voilà, je suis bien réveillé et j'appelle bien cycliquement toutes les secondes ma fonction cyclique. Donc ça, c'est génial. On va retourner sur l'éditeur. Voilà, donc je retourne sur l'éditeur, je mets les deux en même temps, comme ça au moins on voit ce qui se passe des deux côtés. Alors la fonction print ici, je vais la bouger, je vais la mettre après la condition. Donc on a vu que c'était appelé toutes les secondes, ça c'est bon. Et maintenant je vais compiler après la condition qui est la fameuse temporisation, vous savez, de 1 minute. Je vais tester, non pas toutes les secondes, mais toutes les minutes. Déjà je vois que dès le démarrage du robot, j'appelle la fonction, ça veut dire que dès que le robot va être lancé, je vais forcément tester le fichier des paramètres. Et ça, c'est bien, c'est que j'ai pas à attendre 1 minute avant que le fichier soit pris en compte. Donc ça, déjà, pour le démarrage, c'est génial. A few moments later. Alors, je vois une parenthèse quand même, c'est que là, vous voyez, cet affichage-là, ici en bas, c'est l'expert, en fait, c'est la fenêtre, c'est la console, ce qu'on appelle une console. C'est-à-dire que tous les prints que vous allez mettre dans votre appli, sera un message qui va être envoyé vers la console. Et la console, c'est ça. Donc si vous voulez y aller, c'est le petit logo qui est ici, ou bien vous faites affichage ou fenêtre, je crois, fenêtre console. Enfin voilà, vous pouvez y accéder et ça pose aucun problème. Tiens, là, on vient d'avoir, pendant que je parlais, un deuxième appel. Et si on regarde, il y a bien 1 minute entre les deux. Donc ça veut dire que cette condition, elle est bonne. Ensuite, on pourrait faire le fichier. Est-ce qu'il existe? Alors, je crois l'avoir fait, le fichier. Je vais regarder quand même. Donc là, je vois que je n'ai pas de fichier, ce qui fait qu'il n'y aura jamais ici. On va voir déjà si effectivement il y va ou il n'y va pas. Fichier présent. Voilà, on va compiler ça. Toc. Eh bien, écoutez, déjà, dès le démarrage, il n'a pas vu fichier présent. On a vu qu'ici, dès le démarrage, il appelait la partie cyclique avec le temps. Donc ça veut dire qu'il lance, pas de problème, mais il ne voit pas le fichier. C'est-à-dire que la condition de présence du fichier est bien prise en compte. Donc ça, c'est très très bien. Donc puisque j'ai vu ça, écoutez, je vais me créer ici un petit fichier nouveau document, donc param.dta. Voilà, ça, c'est le nom du fichier. Et aussitôt, c'est bien fichier présent. Ça veut dire qu'il a bien trouvé le fichier. Ça veut dire que maintenant, il est parti dans la date de modification. Et on va quand même regarder si la date de modification est bien prise en compte. Donc là, je change mon message. Fichier modifié ici. Je compile. Voilà. Alors, à la première lecture, comme ma date de modification est forcée à 0 et initialisée à 0, effectivement, il voit la date exacte du fichier, il voit que c'est différent, donc pour lui, le fichier est modifié. Ce qui fait que je valide encore une fois le fait que dès le démarrage, je vais bien lire le fichier, donc c'est extrêmement intéressant. On va attendre 1 minute et on va regarder ce qu'il fait. One eternity later. Bon, là, ça fait un moment que j'attends, donc j'avais 8h45 et là, il est 8h47, donc j'ai largement dépassé ma minute.
et je vois que j'ai pas eu de nouveaux messages fichier modifié. Donc la condition ici est bien mémorisée et j'ai pas de nouvelles modifications. Maintenant, on va aller dans le fichier. Je vais éditer le fichier, voilà, et je vais mettre des retours chariots. Enfin, c'est pas très grave. Le tout, c'est de enregistrer le fichier. Et on va attendre encore un petit peu. Et normalement, la date ici a changé. Donc là, je m'attends à le voir comme il est 8h48 à 8h. Bah voilà, 8h48, 37 secondes, nickel. Donc c'est bien dans toujours le cycle à la minute. Il a vu que le fichier avait été modifié. Ça, c'est très très bien. Maintenant, passons à la suite. On a du coup validé l'ensemble de la fonction ici cyclique. Extrêmement bien. Maintenant, on va descendre dans la partie lecture, extrait donné. Alors, le coût de l'erreur ici, on ne va pas forcément le gérer. Il faudrait créer vraiment une situation d'erreur. On n'est pas sur un logiciel sécuritaire. Donc, on va laisser comme ça. Par contre, ça, c'est très, très intéressant. Alors, on va préparer l'environnement. On pourrait, par exemple, ici, rajouter un print de la ligne. Donc le L-ligne, bien sûr, il n'est pas là, il est juste après. Sinon, ça ne va pas le faire. Voilà. Là, je lis une ligne. Je vais afficher toutes les lignes du fichier que je lis. Déjà voir, effectivement, est-ce que je lis toutes les lignes que j'ai dans mon fichier. Donc là, on va tout bêtement faire ligne 1, ligne 2. Là, on va faire un vide, ligne 4. Voilà. On va voir ça, on va sauvegarder et on va regarder ce que lui nous montre ici. Donc voilà, hop, on va compiler. Il nous montre bien ligne 1, ligne 2, une ligne vide et ligne 4 derrière. Ça veut dire que jusqu'à présent, on a tout bon. Donc je vous montre ça, donc on est rentré dans la fonction extrait données, on a ouvert le fichier, puisqu'en fait voilà, on a lu toutes les lignes. Ça veut dire que jusqu'à présent, c'est tout bon. Maintenant, il y a toute cette espèce de charabia là où on découpe la ligne en petits morceaux et on va tester le début de la ligne avec différents messages. Car d'ailleurs, les lignes qu'on a créées, elles ne correspondent à rien. On devrait avoir dans les logs ce message-là. Effectivement, j'ai les logs et quand je les ouvre, ah, c'est pas beau ça. J'ai bien effectivement l'information des logs en warning avec ligne 1, 2 et 4 inconnues. Alors la ligne vide, je vous rappelle que je l'ignore. C'est-à-dire que je fais ici si le nombre de champs est supérieur à 0. Une ligne vide n'a pas de champ, donc du coup elle sera forcément égale à 0. Donc on a testé cette condition et on a testé le else ici pour détecter les lignes inconnues pour le robot. Jusqu'à présent on s'en sort bien. Maintenant, donc ça, le print, je l'ai retiré, nickel. Alors écoutez, on va aller dans chaque fonction ici et on va créer ce genre de choses avec double underscore à la fin. Ça, voilà. Je vous propose de mettre cette ligne-là qui va informer en fait tout bêtement du nom de la fonction. Et on va le mettre dans tout le monde. Chaque fonction contiendra son print avec son nom pour après détecter si effectivement on appelle ou non la fonction. Voilà, encore. Et toc, et voilà. Donc là, on va ici, on compile. Voilà, il dit rien, c'est tout à fait normal. On va ouvrir le fichier texte. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien écoutez, on va remplir en fonction des constantes qu'on a définies pour chaque paramètre. Donc là, je reviens en haut des paramètres et toutes les constantes. Voilà, donc ici, ce que j'ai fait dans le fichier param.dta, j'ai tout bêtement recopié toutes les constantes en fait, des paramètres qu'on avait prévus ici. Alors, pourquoi je ne prends pas par rapport au code qu'on a fait ici? Parce que imaginons que j'ai oublié la ligne weak max loss. Je ne verrai pas forcément. Par contre, là, je me suis défini toutes ces constantes. Je sais que c'est celle-ci que je veux vraiment tester. C'est celle-ci que je veux vraiment prendre en compte. Donc je préfère, et c'est ça l'avantage des constantes, prendre cette liste-là qui est figée, qui est dans le marbre. Et si j'ai oublié dans mon code un truc, ok, je le verrai dans mon code. Mais là, je veux vraiment tester cette liste-là. Alors, je vais sauvegarder, et il n'y a plus qu'à attendre, tout bêtement, la lecture du fichier, qui ne serait tardée dans moins de 1 minute. Il n'y a plus qu'à attendre. Alors comme vous voyez ici, j'ai pas mis de paramètres derrière, c'était pas intéressant. On n'en est pas encore à tester chaque fonction ou chaque paramètre avec ses attributs. Ça, on verra dans les épisodes suivants. Hein. Génial. Alors, il commence par le bas. Donc, il a lit les news. Oui. Des start. Oui. Des end. Oui. Lit off. Oui. Des cut. Oui. All cut. Oui. Le risque.
Le day max loss, oui. Le week max loss, oui. Le trailing, très bien. Simu, très bien. Ensuite, j'ai les logs. Donc, il ne m'a pas pris le stop et les go, mais c'est tout à fait normal. Log, alerte et visu. Il m'a tout pris ça en compte, c'est génial. Pourquoi le stop et go n'a pas été pris en compte? Bah, tout bêtement, si on redescend dans le code, parce qu'ici, en fait, on n'appelle pas de fonction. On initialise directement les choses. Donc, on va rajouter ici, pour être sûr d'avoir tout compris, print, on va dire stop. Voilà. Et ici, on va ajouter print, et c'est go, je crois, c'est ça? Go. Et on recompile, bah voilà, et directement, il le fait, go et stop ici ont été insérés. Donc voilà, pour le moment, au niveau des tests, c'est tout ce qu'on peut faire. On a quand même vérifié plein de choses. On a vérifié que l'acquisition et le filtrage par rapport au nom du fichier, enfin à la date de fichier, avec les périodes qu'on a faites, ça fonctionne. Le traitement cyclique à une seconde fonctionne aussi. Et on a vu que toutes les fonctions ici étaient appelées en fonction du nom et du préfixe de la ligne des paramètres. Les lignes vides ont été prises en compte aussi. Le nom du fichier, enfin le fichier s'il est absent, on ne le gère pas. Il n'y a pas de risque d'ouvrir un fichier qui n'existe pas. Ça aurait été un peu couillon. Bah voilà, écoutez, on a vu plein de choses, on a testé tout ce qu'on a écrit. Voilà, donc ça c'est bon, j'ai effacé tous mes prints. Je regarde pour être sûr. Après, on pourrait le faire, hein, tout bêtement, il n'y a qu'à recompiler puis voir s'il affiche des choses. Ok, il affiche rien, ça veut dire qu'on est tout bon. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre sur MT5 pour regarder que ça compile sur MT5. Parce que là, toujours, je travaille sur MT4. J'adore l'environnement MT4, il est beaucoup plus souple. Enfin bon, par habitude. Alors, vous savez que pour passer mes sources de MT4 à MT5, j'utilise 5 bacs free. Si vous ne savez pas comment l'installer, je vous ai mis ça dans la vidéo. Je sais pas, je vous mets ça là-haut. Vous verrez, je vous explique comment on met en place différentes configurations pour synchroniser MT4 et MT5. Donc voilà, donc moi je fais MT4, MT5, je vais exécuter tout ce petit monde. Voilà, tout ce petit monde-là vers MT5. Allez, continue l'exécution et c'est fini. Voilà. Maintenant, on va ouvrir l'éditeur MT5. Donc là, maintenant, je suis dans l'éditeur MT5. J'ai ouvert le projet Darwin. Je vais compiler. Voilà, il n'y a pas d'erreur. Pour être sûr quand même, parce qu'on a toujours les doutes, je ouvre le Darwin par exemple. Je vois qu'effectivement j'ai mes fonctions d'appel dans le untimer et l'autre. Bon, ok, ça veut dire que ça fonctionne. Ce que je vais faire, c'est que je vais carrément recopier le fichier des paramètres dans l'environnement MT5. Donc là, je fais ouvrir dossier des données pour MT5. Donc MQL5, file. Je vais créer le répertoire Darwin quand même. Dossier Darwin. Et dans ce dossier, je vais récupérer le fichier que j'avais créé pour MT4, param.dta, que je copie ici. Voilà, très bien. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir la plateforme, MT5 évidemment, terminal de trading. Je ne vous explique pas tous les clics que je fais, hein, parce que sinon les vidéos déjà sont très très longues, et il faut que j'arrête de faire des choses trop longues. Alors pour tester sur MT5, on va faire comme on a fait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on va aller dans les différentes fonctions ici de lecture, et puis on va marquer print avec le nom de la fonction. Donc on va faire pareil que tout à l'heure. Puisqu'on a récupéré le même fichier des paramètres, on va faire pareil, hein. Normalement, un seul print aurait suffi, parce que bon, on va pas refaire toutes les différentes choses, mais là, tant qu'à faire, allez, ça mange pas de pain, on peut tout faire. Donc je compile, ça fonctionne, pas de problème. J'ouvre le terminal de trading, voilà, et quand c'est ouvert, j'envoie le robot sur la page. Donc on a les messages, nickel, très très bien. Et voilà, donc il a lu tout l'ensemble des messages. Et on a effectivement donc les lits visu, lits news. Alors vous verrez la différence qu'il y a entre MT4 et MT5. MT4, en fait, il affiche les messages de bas vers le haut. MT5 du haut vers le bas. C'est toujours un peu perturbant qu'on passe de l'un à l'autre. C'est que là, les messages les plus anciens sont en haut, les plus récents sont en bas. MT4, c'est l'inverse. C'est des fois, je m'y perds un peu. Bref, là, on a vérifié qu'effectivement, donc les deux paramètres sont corrects, hein, c'est bien du MQL5, pas de problème, et que tous les paramètres qu'on a mis dans notre fichier param sont bien renseignés. Donc, eh bien voilà, on a fini pour cette vidéo. C'était assez conséquent, je suis désolé, enfin pour cet épisode, mais en tout cas, voilà, ça fonctionne. Donc, prochaine étape, hein, on va remplir un peu tout ça.
Et bien voilà, c'est fini. L'épisode 9 est terminé. Gros boulot quand même. Et c'était que le début. C'était que le début. Parce que ensuite, on va faire différents. Alors, il y a les épisodes suivants qui vont arriver évidemment. Dans ces épisodes suivants, on va lire les données, ce qu'on appelle des données de base, normalement les plus bas niveaux qu'on va lire dans le fichier des paramètres. Ensuite, avec ça, on va lire tout ce qui est paramètres de temps, les paramètres de money management, les news. Bah oui, les news, très important. Les news, je les mets à part parce que c'est vraiment très particulier. C'est un paramètre qui est spécial, qui est assez complexe. Donc on va le mettre à part. Et puis ensuite, quand on aura fait ça, on verra des fonctions d'utilisation ou d'extraction. On verra comment je vais les appeler. Je pense qu'il y aura un, voire deux épisodes, parce que c'est pareil, c'est assez compliqué. Enfin, assez complet surtout. Compliqué, non, je pense pas, mais assez complet. Voilà, donc il y a du boulot. Si vous êtes intéressé par le code que l'on fait, vous avez mon site internet. Voilà, le site, vous allez dans la description de la vidéo, il y a un lien. Vous allez sur le lien. Alors, il y a un lien qui va spécifiquement sur la page qui correspond à cet épisode. Mais du coup, avec ça, vous pouvez aller sur tous les autres épisodes. Il y a pas mal déjà. Et il y a tous des lots. Il y a des lots complets de code source qui sont vendus. Hein. C'est du travail. Donc, comme je vous ai dit au début de la vidéo, au début de cette série, c'est soit vous prenez le temps avec la vidéo YouTube de faire des arrêts sur image et vous recopiez le code que l'on voit. C'est exactement la même chose que ce que vous trouverez sur le site. Sauf que sur le site, c'est déjà mis en lot. Donc c'est plus facile et plus rapide. Puis au moins, si vous faites des fautes de frappe là, bah là, vous n'aurez pas de faute de frappe vu que c'est exactement ce que l'on voit. Voilà, donc n'hésitez pas à aller visiter. Voilà pour le site. Et puis, bah, si ce n'est pas fait, abonnez-vous parce qu'il y a d'autres épisodes qui vont suivre derrière. Ça serait con de les rater. Et puis moi, je vous dis bah, bon courage. Et puis, on se voit après, bientôt. À plus.